Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bienvenue dans la grande réflexion sur l'activité scientifique que nous avons sollicité, demandé au professeur Puissondois, parce que compte tenu des développements de la science en notre siècle, en notre période, compte tenu de l'illimitation que la science s'est donnée, nous avons bien voulu qu'il réfléchisse avec nous sur le cadre dans lequel pourrait s'émouvoir la science. Non pas pour limiter les possibilités de la science comme d'aucuns pourraient le penser, mais davantage pour que la science évolue dans une téléologie dans laquelle l'être humain et le monde peuvent avoir le sens qui leur convient. Bonjour professeur Puissondois. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Wafrica TV. Vous suivez, je dis à nos téléspectateurs, on suit tous l'actualité en Ukraine aujourd'hui. Et déjà hier ou avant-hier, on a vu l'un des chefs d'État en branle sur le sujet, déclarer qu'il avait mis en alerte sa puissance technologique. Même si on considère pour l'instant que s'il s'agit seulement d'une déclaration et qu'on n'arriverait pas au fait, on arrive là à un moment de l'histoire où l'outil de la raison, où la puissance technologique vient être comme un problème pour l'être humain. Et nous profitons de cette actualité pour introduire la réflexion. Professeur, nous réfléchissons aujourd'hui sur l'encadrement de l'activité scientifique. Et je rappelle que cette activité scientifique avait été encadrée avec ses forces, avec ses faiblesses par l'Église à un moment donné de l'histoire. Est-ce qu'on doit regretter cette période-là, professeur? Bon, je vous remercie. Je crois que dans votre mot introductif, là, il y a tellement, n'est-ce pas, de questions que je ne sais pas par où commencer. Je dois d'abord dire que l'objectif de la production de la technoscience, c'est de résoudre les problèmes, n'est-ce pas, humains, pour que l'homme, n'est-ce pas, puisse vivre à la fois mieux, humainement, réalisant ses potentialités d'homme. Mais dans le même temps, on observe que cette production devient elle-même problème. Elle crée des problèmes. Et c'est à partir de là que peut naître, n'est-ce pas, une thématique comme est-ce qu'il ne faudrait pas encadrer? Et s'il faut encadrer, comment encadrer? Qui a l'autorité pour encadrer? Si effectivement il faut encadrer, qui a cette autorité? Bon, vous avez rappelé rapidement là que, bon, auparavant c'était l'Église et que cette autorité d'encadrement semble avoir été refusée ou soustraite, n'est-ce pas, à l'Église. Qui d'autre maintenant peut assurer cet encadrement? C'est cette réflexion-là qu'il s'agit effectivement de mener et elle est d'autant plus urgente au jour d'aujourd'hui que nous assistons, comme vous venez de le relever, n'est-ce pas, à pratiquement une dérive historique extrêmement grave. Lorsque, n'est-ce pas, un chef d'État, n'est-ce pas, déclare qu'il va mettre en branle, n'est-ce pas, sa puissance de mort foudroyante, on se pose la question de savoir à ce niveau-là, donc, la puissance de la mort ainsi créée, est-ce pour réaliser l'homme dans sa totalité d'être rationnel ou est-ce pour l'anéantir? Et si on tient le langage absolument déresponsabilisant qui consiste à dire non, la science a sa logique en elle-même, elle doit elle-même peut-être à la fois créer des problèmes, mais les résoudre. Mais c'est un langage qui n'a absolument aucun sens. Oui, pour ça. D'après moi, dans la mesure où la science ne se crée pas toute seule. Il n'y a pas une science qui existe en soi. Je crois que je l'ai souvent répété, je l'ai souvent redit.
il n'y a pas de science en soi. C'est la science de l'homme, produite par l'homme, produite théoriquement pour l'homme, pour le bien de l'homme, mais malheureusement aussi produite désormais contre l'homme. Et au bout de la production contre, il y a la catastrophe et ce que le professeur Garbaud appelle la décréation de l'homme à cause de la mécréation technoscientifique. Donc, tout est tellement lié là que bon, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté votre invitation et par précaution. Je m'étais dit non, je ne peux pas aller, bon, juste on m'interroge comme ça, sans que je prenne la peine d'aller un peu voir aux sources. Et à ces sources-là, où je suis allé voir, bon, ça m'a permis de faire ce petit brouillon que je vous ai présenté, sur la base duquel nous allons mener, n'est-ce pas, ces réflexions. Pas un brouillon, pour c'est tout un livre qui rentre là. Et vous avez même d'ailleurs souhaité que c'est après nos réflexions que vous allez parfaire l'ouvrage. Non, c'est parole d'éditeur. Pour après l'Église, on avait pensé que les États étaient capables de réguler l'activité scientifique. Mais il se trouve que peut-être que cette régulation a débordé le cadre des États. Et finalement, les solutions ou bien les pseudo-solutions nous viennent des grandes entreprises, des grandes institutions financières. Et l'État, finalement, a perdu, lui aussi, son autorité. Qu'en dites-vous? Bon, ce n'est pas tout à fait comme cela que je vois la chose. Effectivement, l'Église s'imposait ou se posait comme normative, aussi bien de la question du connaître. Qu'est-ce qu'il faut connaître et comment connaître? Donc même les contenus de connaissance, il fallait les arrimer et les juger par rapport aux axiomatiques de foi. Et d'une part, ça a perdu un peu de cette valeur-là. L'Église ne peut pas maintenant, sur la base de la foi et des dogmes théologiques, n'est-ce pas, juger de la pertinence scientifique de telle ou telle théorie. Je crois que vous avez dû lire l'exemple de Galilée. Et il me semble bien qu'à ce niveau-là, l'Église ne peut pas arrimer, enfin, disons, prétendre, n'est-ce pas, normer le contenu des théories scientifiques, oui, et les arrimer seulement à une finalité de type théologique, oui, parce que la théologie n'est peut-être pas la même pour tous. Certains croient, d'autres ne croient pas. Et ceux qui croient ne croient pas exactement de la même manière. Oui, et le Dieu n'est pas toujours le même pour tous, ou n'est pas vu de la même manière par chacun. Donc il y a déjà que sur le plan de la consistance théorique, la consistance scientifique, l'Église ne peut pas désormais se poser comme continuellement normative. Ça, c'est déjà ennuyeux. Mais alors, il y a la production, la raison, la rationalité humaine qui permet à l'homme à la fois de connaître ou de chercher à connaître le réel, de le travailler au sens pratique et pratique de telle manière qu'il y ait transformation à la fois du cadre, n'est-ce pas, de vie et des conditions dans lesquelles vivent les gens. Donc on passe là de l'articulation de la science pure à la science appliquée. Mais ce passage a une logique et une impulsion de nature et d'origine sociale. Donc, ceux qui racontent que bon, la science fonctionne par elle-même, c'est complètement faux. Ça ne peut même pas être cela, puisqu'elle est mue par non seulement l'intérêt individuel du chercheur, oui, mais elle est mue aussi par les intérêts sociaux du groupe de chercheurs, les intérêts sociaux du contexte dans lequel on se trouve, des intérêts, n'est-ce pas, qui sont géostratégiques, et justement de celui qui finance quoi? Pour obtenir quoi? Et les objectifs sont-ils seulement épistémologiques?
les objectifs sont à la fois théoriques, ils sont pratiques, ils sont politiques, ils sont géopolitiques. Et donc, c'est sur cette base qu'il faut partir. Les intérêts, comment les normer lorsqu'il y a justement cette conflictualité des intérêts par rapport à la volonté de puissance. Je pense que j'avais largement développé cette thèse-là dans La raison unique du village planétaire, un mythe et réalité de la mondialisation, où je montrais que les blocs n'étaient pas monolithiques, qu'il y avait une dialectique des blocs, et que dans le cadre de cette dialectique des blocs, c'est une course à la surpuissance, à la puissance maximale. Mais la surpuissance, à un moment donné, peut être dépassée, et ce n'est que ça l'objectif de tous ceux qui ont déjà un minimum de puissance. C'est d'aller toujours plus, d'aller au-delà, et grâce à cette puissance, d'écraser au maximum tous et le tout, au risque, comme je l'ai dit, que l'arroseur ne soit arrosé, au risque qu'eux-mêmes, ils ne soient emportés par la dynamique de l'écrasement du tout. Il y a donc là toute une réflexion, et je pense que les intérêts sont, en ce moment-ci, ceux, non plus seulement du sujet qui connaît, sujet individuel, non plus seulement des corporations scientifiques en tant que telles, mais aussi des lobbies et des États. Et ce sont ces lobbies et ces États qui financent la recherche pour la production de la puissance. Et lorsque vous posez la question de savoir, par exemple, celui qui menace de faire exploser sa dernière trouvaille, qui a financé? Ce n'est pas l'État. C'est son État, l'État russe. Pour obtenir quoi? Pour obtenir à la fois la prémunition. On se prémunit. Ils se prémunissent contre l'attaque des autres. Et ils s'organisent peut-être anticipatoirement pour aussi attaquer et pourquoi pas éteindre les autres. Et je pense que dans ce que j'ai pu suivre, il disait lui-même qu'il était capable d'anéantir tout un pays comme peut-être la France, comme l'Allemagne. Il suffisait justement que cette bombe-là. Alors, qui doit arrêter? Est-ce que la conscience de cette volonté de domination absolue peut arriver à s'auto-réguler? Comment réguler ça? On est dans un cycle où finalement, c'est peut-être la peur de la force de l'autre qui peut amener. Mais lorsqu'on est sûr qu'on est déjà le surpuissant, le totalement puissant, le maximalement puissant, on n'a plus peur. Mais, et c'est là que le philosophe revient et s'interroge. Tout cela alors, pourquoi? Et l'homme dans tout ça. Mais quel homme? De quel homme s'agit-il? Vous voyez que nous revenons toujours à cette réflexion fondamentale que contient la philosophie. C'est la question fondamentale de la philosophie. Je l'avais rappelé ici déjà plusieurs fois, à savoir, oui, nous devons connaître le réel. Et c'est ça la dynamique de la production des sciences. Nous devons orienter notre action de manière éthique. Que dois-je faire? Oui, nous ne sommes pas limités par le hic et non, par l'ici et le maintenant, de telle manière que l'homme se projette toujours vers quoi? Il se projette, comme est-il permis d'espérer. Mais tout ceci n'a de sens que parce qu'il y a la question fondamentale, l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Et tel que les choses se passent, les gens qu'on bombarde, qu'est-ce qu'on bombarde? Les autres, ce sont des hommes, c'est des êtres humains. Quelle est la valeur qu'on accorde donc à ceux dont on anéantit l'existence et même le cadre existentiel? Parce qu'en 3 ou 4 jours, il faut voir les ravages. Oui, pour ça, oui. Il faut voir les ravages. Mais c'est dramatique. C'est absolument, je ne sais pas.
Or, c'est la logique de la surpuissance, de l'accumulation pour atteindre la puissance maximale. C'est cette logique-là qui est en train de fonctionner. On ne va pas me dire, oh, la science est neutre, la science est tout ce qu'on veut. Vous avez vu la neutralité quelque part. Professeur, est-ce qu'on peut redouter la philosophie de Nietzsche? À savoir... Sur la dimension de l'être super puissant. Cette téléologie-là qui veut que chaque être humain soit capable d'atteindre le surhomme. Est-ce qu'on doit redouter cela? Je ne crois pas qu'il faille absolument redouter cela, mais il faut prendre ça comme stimulation de l'homme à devenir toujours mieux d'homme, mieux homme et mieux lui-même qu'il ne l'est à un moment donné. Premièrement, ça permet, n'est-ce pas, à l'individu de cesser de s'arrimer à des finalités existentielles qui ne sont pas les siennes, qu'on lui impose. Donc, c'est déjà bien en termes de libération de la conscience, en termes de stimulation de l'individu à aller toujours plus. Deuxièmement, aller toujours plus, être toujours mieux. Il ne faudrait pas non plus arrimer cette stimulation-là à une volonté d'extinction des autres. Et donc, si finalement chacun s'arrime à une finalité du toujours plus et du toujours mieux de lui-même, il faudrait que tous puissent donc à la fois consentir à créer ensemble le cadre qui leur permet d'être toujours mieux eux-mêmes, toujours plus eux-mêmes, en laissant à chacun, n'est-ce pas, la latitude d'être plus soi, d'être mieux de soi, sans que, n'est-ce pas, il y ait volonté d'extinction des autres. Et donc, c'est dans une dialectique que j'ai appelée communicationnelle et de symbionomie qu'il faut absolument fonctionner. Oui. Non pas en roue libre pour être, n'est-ce pas, dans le cadre d'une volonté de puissance sans limite, mais qui est une volonté de puissance normée, mesurée, et dont le fonctionnement, dont le déploiement est lui-même encadré par la volonté de tous, qui apparaît dans le pacte qu'ils auront mis en commun pour cette vie ensemble. Et je pense que je vous avais déjà renvoyé à la thèse sur le pacte d'avenir commun que Madame Azab avait rédigé sous ma direction, et j'avais trouvé que cette idée de pacte d'avenir commun, c'est ça qui doit guider, n'est-ce pas, la normativité à imposer à la production même. Parce que si il n'y a pas cette volonté de déterminer ensemble ce que nous avons à être ensemble et la manière dont nous allons réaliser cet être ensemble, ce vivre ensemble, pour bien sûr nous réaliser maximalement, tous et chacun, et pour éviter l'extinction du contexte dans lequel nous sommes appelés à exister. Si on ne revient pas à ce pacte-là, il me semble que la philosophie aura quelque peu écorné, pour ne pas dire esquivé, ce qui est l'essentiel pour elle, à savoir la promotion, a priori, la promotion transcendantale de l'homme, de l'humanité de l'homme. Pour ça, si on considère que la mesure peut être l'intersubjectivité questionnée, il y a un autre problème, c'est que nous n'ayons pas les mêmes systèmes de croyances. Croyances, pas au sens religieux du terme, comme fondement de notre existence commune. Regardons un peu l'Afrique. Dans notre grande majorité, nous n'avons pas la même conscience des productions scientifiques. Nous n'avons pas la même conscience de leur utilisation. Ailleurs, il y a des gens qui ont cette conscience-là et qui peuvent même poser des projets sur les objets qu'ils réalisent. Est-ce que ce schisme entre les communautés
politique, je le dis entre guillemets, ne fait pas que le discours risque de ne pas être compris. Bon, il est vrai que les cultures logent en leur sein ou explicitent ou déploient en leur sein des valeurs et que ces valeurs sont différentes, différenciées à la fois de culture à culture, à la fois aussi d'époque à époque. Et qu'est-ce qui montre cette différenciation? C'est la manière de voir l'homme, d'accord? C'est aussi la manière de voir le rapport de l'homme à la nature. C'est aussi la manière de voir le rapport de l'homme à l'autre, le rapport de l'homme à l'avenir. Parce que, bon, par exemple, la notion de destin n'est pas vécue de la même manière par tous. Bon, le rapport à l'autre, en termes d'instrumentalisation, en termes de valorisation, ce n'est pas la même chose. Effectivement, il peut y avoir des différenciations des subjectivités individuelles ou sociales. Oui, pour ça. Mais, première chose, ce que j'observe, c'est quand même que, quel que soit le cas, la personne humaine, en tant que telle, est investie de valeur partout. Bon, comment cet investissement se réalise? Évidemment, cela se réalise en fonction des possibilités du contexte, en fonction de tout un background, n'est-ce pas, sociologique, historique, qui fait que lorsqu'on est, on se trouve inséré dedans, on le prend, on le reprend, on le comprend, et finalement, on fonctionne conformément à ce que vous avez ainsi récupéré. Mais nous sommes en obligation de dépassement de l'enfermement au sein, n'est-ce pas, de chacune de ces sources de valeur. Oui. Pourquoi? Parce que, premièrement, la logique, c'est que chaque source veut s'imposer et se poser comme étant la valeur absolue. Et c'est d'ailleurs à partir de là que le prosélytisme est, disons, on pourrait appeler ça l'enfermement, naissent parce qu'on ne veut pas se dépasser, on ne veut pas se remettre en question face à l'autre. Or, ce n'est que la mise ensemble, face à face, et la sélection des possibles qui pourra permettre non seulement de faire émerger, n'est-ce pas, le meilleur parmi, ou la meilleure parmi les diverses valeurs, d'une part, mais en même temps aussi qui pourra amener les uns et les autres à un consensus, à une consensualité, pour dire oui, à la limite, tempérons ou modérons ou renonçons même à telle ou telle de nos valeurs, dans la mesure où, dans le rapport à l'autre, ce n'est pas une négation de soi, mais c'est une réexplicitation de ce qu'on est, non pas en fonction de ce qu'on veut continuer à être, mais en fonction de ce qu'on veut devenir. Parce que l'être n'est pas seulement l'être là. J'ai parlé toujours de l'ontologie, n'est-ce pas, de la dynamique du devoir d'être. Le devoir être, oui, mais pas en tant que, n'est-ce pas, avènement passif, mais du devoir d'être, en termes d'affectation de la responsabilité à soi de devenir ce que tu auras choisi d'être. Et je ne peux pas dire ma façon ou mon choix transcende tous les autres choix. C'est dans le cadre de la mise en commun de toutes ces possibilités de choix que peut émerger le choix le meilleur, ou alors en tout cas le moins mauvais possible. Et ça, c'est tout à fait évident d'après moi. En conséquence, bon, est-ce que il faut encore revenir à Dieu? Oui, après tout. Pour ceux qui veulent y revenir. Mais sans avoir à imposer cette représentation-là des uns comme étant la représentation qui doit normer tous. Mais ce qui doit normer tous, c'est ce qui émerge de tous. Mais pourquoi n'arrivons-nous pas à poser cette problématique-là, à savoir
faisons émerger les valeurs ensemble pour un monde où nous sommes amenés à vivre ensemble. Non pas forcément les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Il y a là tout un, je peux dire, tout un boulevard de réflexion et toute une amplitude d'action à laquelle nous sommes quelquefois, pour ne pas dire toujours, réfractaires. Parce que c'est la dynamique du conatus qui veut absolument s'imposer et en imposer aux autres, sans se poser la question de savoir, et alors, moi qui m'impose, et l'autre, qu'est-ce qu'il est lorsque je m'impose à lui? Qu'est-ce que je fais de lui? Est-il une valeur? Si moi je m'affecte la valeur absolue, et lui aussi, la conflictualité se redéclenche parce qu'on est naturellement en conflit. Hein? L'homme politique, enfin l'animal politique, le conatus est là. Et il faut le brider. Il faut brider le conatus. Parce que quand vous posez toutes les questions que vous venez de poser, vraiment, je n'ai pas préparé une telle question, mais j'ai envie de vous demander, est-ce que la valeur humaine n'est finalement pas un aporie dans lequel nous avons bien envie de réfléchir, mais nos conditions humaines, nos possibilités, nos égos nous empêchent d'y mettre pied? Sinon, comment justifier le fait que l'être humain, malgré que nous sachions cela, soit devenu un objet comptable? Bon, il n'y a pas, à vrai dire, d'aporie, tel que vous le pensez. Ce qu'il faut voir, c'est que l'être humain est non pas, comme je le dis dans des passages, factus, c'est-à-dire une donnée, oui, un produit, mais il est faciendus, c'est-à-dire un être en faisance, en déploiement. Il se fait une quête, une recherche. Par conséquent, c'est justement cette dynamique de réflexion permanente sur ce qu'est l'homme, sur ce qu'est l'être. C'est sur ça qu'il faut se fonder et non pas avoir une idée figée d'homme. Or, si vous avez cette idée figée, ça revient à, bon, on m'a formaté comme l'homme du transhumanisme. Bon, ben, où est l'humanité encore là-dedans? L'humanité, c'est l'auto-réalisation. C'est cela que beaucoup appellent la transcendance. Non pas la transcendance divine, mais la capacité d'être en même temps soi et non soi, devenant autre que soi, pour être de nouveau soi, mais en permanence autre que soi. Parce qu'il n'y a pas... Le gel, c'est le jour de la mort. C'est là où vous êtes gelé, congelé même. C'est terminé. Mais autrement, vous êtes en cheminement permanent pour être toujours plus. Alors, vous posez la question de savoir si, bon, cet homme-là, est-ce que ce n'est pas une aporie? Ce n'est pas une aporie, c'est une dynamique. J'ai utilisé les termes souvent utilisés par le professeur Gabo de dynamique ontologique, odontodunatologie, odontopraxis, c'est-à-dire de réalisation pratique de l'être par soi-même, par l'être lui-même. Mais en fonction de quoi? En fonction d'un certain nombre de valeurs. Il n'y a pas aporie. Il ne peut y avoir aporie que si, effectivement, on a l'idée d'un homme ou d'un être humain qui ne devrait plus varier, qui ne doit plus changer. C'est cette capacité même de changement qui fait la valeur absolue de l'homme et qu'il ne faut pas brider, qu'il ne faut pas bloquer, ni sur le plan idéologique de la représentation, ni sur le plan pratique de ce qui est fait. Mais il faut la projeter, continuer à la projeter, cette représentation, sur un être en devenir. Et beaucoup reprochent souvent au texte que j'écris en disant « Oh Bob,
il est dans l'utopie. Oui, bon, il parle toujours de la priorité ou de la primauté de l'avenir. Mais c'est justement, on est à venir. C'est-à-dire que nous cheminons vers toujours autre que ce qu'on est. Peut-être que tout le problème est là, professeur. Peut-être que tout le problème est là. C'est que notre contemporanéité ne perçoit plus l'homme comme ça. Il perçoit l'homme comme un objet donné. Mais ça dérive de la logique ternaire, enfin, de l'identité, du tiers exclu, de la non-contradiction. Donc, quand vous avez déjà dit, voici l'identité, pensez à une dynamique où l'identité, n'est-ce pas, doit se refaire et n'a plus la consistance de la durée. Lorsque le tiers, puisque on chemine pour devenir autre, oui, autre que ce qu'on est. Lorsque ce tiers-là est exclu, lorsque la contradiction, c'est-à-dire le dépassement, ne sont plus acceptés, il y a un problème. Or, c'est cette logique-là qui, s'instrumentalisant, n'est-ce pas, est génératrice de puissance. Et c'est sur la base de cette puissance-là qu'il faudrait que, n'est-ce pas, toute la représentation de l'individu est menée. Au point où l'homme devient même objet marchand, à la fois en tant que totalité d'être et dans ses propres composantes. Puisque les composantes même sont... On vend le cœur, oui, on vend le foie, oui, on vend je ne sais pas quoi, on vend la conscience, on détruit la conscience. Bon. Alors, il y a là un problème fondamental de la représentation de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle je pense que vers la fin, je me pose la question, ne devons-nous pas revenir à la question fondamentale de redéfinir l'homme pour redonner à la science à la fois sa matérialité, ce qu'elle doit faire, deuxièmement, pour qui elle doit faire, comment elle peut le faire, et troisièmement, enfin finalement, comment faire pour qu'elle évite ce qu'on peut appeler la défaisance, c'est-à-dire la décréation, c'est-à-dire la catastrophe, c'est-à-dire l'apocalypse. Il y a là à revenir à cette question fondamentale. Et l'allergie du monde réel à revenir à cette question est tout simplement constitutive au formatage des esprits par rapport à la logique instrumentale. Nous voulons produire plus et le mieux, au risque de devenir finalement des producteurs qui se détruisent eux-mêmes. C'est ça que j'ai appelé l'arroseur arrosé, dans le cadre même de la destruction du cadre que vous exploitez. Il y a là, bon, je vous posais la question tout à l'heure, mais ceux sur qui on envoie les bombes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des hommes, ce sont des êtres humains, mais qu'est-ce que l'humain à ce moment-là? Sur lequel on peut décider, on bombarde, on va faire exploser tout un pays. Parce que la puissance de l'arme qui a été présentée là. Mais dis donc, je me dis, attention là, et il semblerait bien, d'après ce que si j'ai suivi l'élément, que les autres en face n'aient pas une arme de même puissance. Oui. Même s'ils ont rajouté, le camp d'en face a dit qu'il mettait à peu près 500 millions d'euros pour acheter des armes létales pour pouvoir rentrer dans ce combat-là. Et du coup, la question que je veux bien vous poser, c'est est-ce qu'il n'y a peut-être pas, on revient à une question qu'on a soit la race supérieure, est-ce qu'il n'y a pas des êtres humains qui estiment qu'eux ont droit et les autres n'ont pas de droit? On peut en faire des chairs à canon, on peut bombarder, on peut tuer. Bon, on va compter en termes de victimes.
Mais eux, ils ont la possibilité d'exister. Même si dans ce cas-là, on ne parlerait pas d'une race différente d'une autre, parce que là, on est quand même dans un combat où c'est des races semblables qui se mènent le jeu. Est-ce que même intellectuellement, intuitivement, il n'y a pas des gens qui supposent qu'ils sont plus hommes et que les autres seraient moins? Bon, c'est le drame de tout enfermement idéologique ou de toute idéologie qui vise d'abord à se poser en absolu. Il y a donc la clôture de l'idéologie en elle-même ou de la représentation. Alors, ceux qui pensent qu'ils sont donc dans la tranche des hommes supérieurs, ça revient à l'idéologie, hein, n'est-ce pas, en fonction de laquelle ils se meuvent. Oui. Et donc, s'ils se meuvent avec cette logique-là, et qu'ils mettent en marche la logique de la puissance et de l'instrumentalisation, le tour est joué. Par conséquent, ont-ils ou n'ont-ils pas le droit de se dire supérieur? Chacun peut-être vise à être supérieur aux autres. Et la volonté de prendre l'autre comme soi-même n'est pas du tout la volonté la mieux partagée. Oui. Conséquence, on veut être supérieur à l'autre. Conséquence, on cherche les moyens pour réaliser ce rêve-là, oui, ou ce fantasme-là. Et lorsqu'on a donc la surpuissance entre les mains, le fantasme se trouve réalisé. On devient effectivement le puissant, le surpuissant, qui éteint toute velléité chez l'autre de devenir puissant. Professeur, et dans ce cas, est-ce que la science n'est pas un prétexte? Est-ce que cette puissance, cette science puissante-là, n'est pas le prétexte qui sert à fonder l'idéologie? Non, c'est l'idéologie qui sert à créer la science à son service. Donc, la science n'existe pas au départ, oui, toute seule. Oui, c'est parce qu'elle n'existe pas toute seule que je dis non. C'est la représentation et la volonté, n'est-ce pas, hypertrophiée de puissance. C'est cela qui est premier. Et à ce moment-là, on cherche donc les moyens de réaliser et la surpuissance, la toute-puissance et la totale domination de tous et du tout. Et c'est ça qui est en marche en ce moment. Et la logique dite libérale, sur laquelle habituellement, disons, je lance des flèches, elle est au service d'une volonté comme celle-là. Et on le voit très bien. Les gens, bon, vous avez dit tout à l'heure, bon, ils vont donner combien de milliards de plus pour accéder à des armes. Mais c'est pourquoi? C'est pour contrer la surpuissance, pour arriver au même niveau ou à plus de puissance que la surpuissance de l'autre. Conséquence, on est dans un enfermement qui était, enfin, disons, pas un enfermement, on est dans une dynamique dont nous ne voyons pas très bien le terme. Sauf à ce que les belligérants s'éteignent. L'autre ou les uns, les autres. Mais nous, là-dedans, même si on n'est pas directement, a priori ou en apparence concerné, oui, on est dans le jeu. Oui. Parce que c'est le même monde. Dans quel monde allons-nous vivre? Et c'est là que je l'envoie encore à un de mes ouvrages. Un monde différent. Défi du présent. Utopie créatrice de l'avenir. Vous parliez, n'est-ce pas, d'Apori tout à l'heure. Moi, je renvoie plutôt à la notion d'utopie en termes de levain, qui fait donc germer une volonté de... Bon, la volonté de quoi? De changer le monde. Est-ce que cette volonté n'est pas plus que jamais actuelle quand on voit ce qui se passe? Cette volonté de changer, cet impératif que le monde soit différent, qu'on puisse le changer, qu'on puisse lui affecter des valeurs autres, hein, des objectifs autres. Ce n'est
ça n'a jamais été aussi évident que maintenant. Et on voit très bien, tout à l'heure je disais, bon, ne nous considérons pas comme étrangers au jeu. Si les uns luttent contre les autres, c'est pour que l'accès à nous autres soit plus facile. Soit non seulement plus facile, mais qu'ils puissent pratiquement à la fois nous écrabouiller, nous anéantir ad libitum, à volonté. Et donc, nous sommes dangereusement concernés. On est dangereusement concernés. Et sur cette base-là, je pense que je ne sais pas comment nous pourrions faire, mais nous n'avons pas intérêt à aller voir se mouvoir comme ça parce qu'ils se meuvent. C'est vrai pour assurer chacun sa surpuissance, oui, mais c'est pour que la domination sur nous et sur le reste de l'ensemble, sur l'ensemble, n'est-ce pas, de la planète, soit toujours, n'est-ce pas, assurée. Il n'y a rien qui soit là pour nous. Tout est contre nous dans ce qui arrive là. Et je pense qu'effectivement, nous avons là alors de la matière pour réfléchir. Nous avons de la matière pour réfléchir. Vous voyez très bien que lorsque je parlais de la nécessaire créativité technoscientifique, bon, nous créons, il faut créer. Mais vous voyez très bien la logique sous-jacente à la créativité. C'est justement la domination illimitée. Et cette domination illimitée crée son propre envers, à savoir, bon, ou son propre revers, ou son travers, à savoir que, bon, l'autre aussi, on est dans une conflictualité généralisée. Et où est-ce que nous allons? La réflexion n'est-elle pas interpellée? Où allons-nous? Combien de temps encore on va durer? Parce que telle que c'est la dynamique est là. Et si vraiment les autres se mettent à déclencher à tous azimuts, qu'est-ce qui peut se passer? Prof, pour bien illustrer, l'Allemagne a décidé de mettre 100 milliards d'euros dans sa recherche en armement, de manière directe, et 2% de son PIB pour les prochaines années, dans la recherche de l'armement. On est rentré dans un cycle qui risque d'être complexe. Mais il ne risque pas, il est. Il est effectivement complexe. Et je crois que dans une des parties de la réflexion que je vous ai proposée, il y avait, peut-être pas de façon exhaustive, mais quelques chiffres à l'appui sur la course aux armements. Mais la course aux armements, elle sert à quoi? Elle sert non seulement à permettre à ceux qui s'arment de créer une invincibilité pour eux et de créer l'anéantissement assuré des autres. C'est cette dynamique-là. Et je pense que j'avais donné quelques chiffres, bon, mais je ne suis pas géostratège, mais je me dis que j'ai le droit d'imaginer, n'est-ce pas, ce qui est en train, ce qui est à court. Ce qui est à court. Et qu'est-ce qui est à court en ce moment-ci? 1. La volonté de puissance. 2. La volonté de domination de tous. Et la volonté de mettre l'ensemble du monde au service. De qui? Bien entendu. Et des lobbies et des États. Ceux qui auront eu les moyens de la puissance et de la surpuissance. Les autres étant ramenés à la portion congrue. Et donc finalement accepter leur état de suivi. Suivi, est-ce qu'ils le suivent qu'ils veulent? Je parle de survie, professeur. De survie, ah bon, ok, ouais, mais de vie périphérique, oui. Survie, de vivotage. Oui, on vivote. Et c'est ça, nous serons condamnés peut-être au vivotement parce que nous ne pourrons pas faire face. Et même quand ils luttent là et tout ça là, c'est pour venir accéder à nos matières premières, aux matières rares, au sol, au sous-sol, mais pour accroître leur puissance. C'est pas pour nous. Ils viennent là, bon, ils disent que bon, développement,
bon, comment on peut appeler ça, rapport, coopération, gagnant-gagnant. Nous, on est dans le perdant-perdant. Parce qu'une fois qu'ils dépouillent, nous n'avons plus rien. Mais ils dépouillent pour eux, pour réaliser leurs intérêts à eux. Mais la logique, l'impérialisme, c'est quoi? C'est rien d'autre. Il y a des, bon, je vois tout le temps dans les posts de certains, là, ils ont inventé les mots, là, les guerres hybrides, les machins, tout ça, là. C'est des trucs, je crois que j'en parlais il y a au moins 30 ans. C'était déjà visible. Les tendances étaient claires. Hein, même, vous avez lu Existence des valeurs 4. Oui. Je vous l'ai vu. Oui, celui-là. Alors, vous voyez, les trois parties de ce texte, c'est développement techno-scientifique et puissance. Deuxième partie, puissance et domination. Troisième partie, vers la libération. Ce à quoi nous sommes invités, nous, par exemple. Mais vers la libération, en quoi faisant? Bon, à l'époque, c'est le 11 février 1977 que je soutenais cette thèse-là. Le 11 février, j'ai quand même arrosé un peu à la maison. Hein. Ce jour-là, en me disant, ouais, mais bon, c'était ça vous rappelle que vous êtes jeune. C'était un vendredi. En plus, cette année, le 11 février, c'était un vendredi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais en réalisant, je me dis, mais qu'est-ce qui a vieilli comme idée là? À la limite, rien n'a vieilli comme idée. L'essentiel structurel est là. Développement techno-scientifique et puissance. De la puissance à la domination. Quand on récupère cette puissance-là, au fin de dominer, et ceux qui sont dominés, vers quoi doivent-ils cheminer? Vers la libération. Je pense que beaucoup ont critiqué là, ils disent, le développement, c'est quoi d'autre? Et c'était rationalité technologique et problématique africaine du développement. Donc, monsieur, il ne nous parle que des choses et des blancs. Mais non. Bon, bref, je pense que je continue. Je récidive. Je persévère. Je persiste dans cette réflexion-là. Et la réalité qui se déploie devant nous nous administre la preuve. Que, franchement, dans notre philosophie, au lieu de se gargariser de mots, nous sommes là en pleine obligation de réflexion. Réflexion sur les modalités du vivre ensemble, du vivre commun. Deuxièmement, les finalités auxquelles arrimer notre propre activité. D'abord, l'activité anthropique en général et notre activité pratique. Hein? Vous voyez très bien que les impératifs géopolitiques, c'est ça. C'est tout. J'ai été sidéré quand j'ai entendu, je crois, le secrétaire général des Nations Unies qui disait que l'ONU n'avait pas encore enregistré les nouvelles frontières territoriales de l'Ukraine. Oui. Vous voyez que le dire peut légitimer la volonté, n'est-ce pas, du président russe de dire, mais attendez, c'est encore mon pays, d'une part. Deuxièmement, bon, comme ils veulent donc être autre que chez eux, avec moi. Mais ils ont emporté, en 91, 90, 91, tout l'arsenal qui était logé chez eux. Oui. C'est à partir de ça qu'ils pensent pouvoir résister. Lorsqu'en plus, les autres viennent avec les missiles de façon aussi rapprochée. Et vouloir en même temps que l'adhésion à l'OTAN soit justement
au rendez-vous. Mais l'adhésion à l'OTAN, c'est positionner l'ennemi en face, en position directe. Direct, oui. Et donc, quand vous positionnez l'ennemi de manière directe, qu'est-ce que l'autre va faire? Il est obligé. Premièrement, il se réveille et se dit, attention, je crois que j'ai trop accepté la convivence, mais c'est terminé là. Il faut que je me défende. Mais je peux me défendre comment? Surtout que les autres vont s'en mêler. Alors, il faut déployer la surpuissance. Chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous allons achever cet entretien, cet entretien introductif sur l'encadrement de l'activité scientifique. Nous vous promettons de revenir très rapidement avec d'autres développements de cette réflexion. Merci infiniment, professeur Pissondois. Ok, merci beaucoup. Merci, professeur. Chers téléspectateurs, à très bientôt sur Africa TV. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est notre Afrique qui gagne lorsque vous le faites. Merci.